Bienvenue à tous dans ce 16e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Ce mois-ci, le Rétro vous est présenté par RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. N'hésitez pas à visiter Rookie Republic pour découvrir leurs nouveautés, comme les maillots de Vince Carter de la saison 1999-2000 ou Tracy McGrady de la saison 2000-2001. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction en utilisant le code promo LERETRO10. Démarrons notre aventure en 1999, une année qui ne fut pas des plus joyeuses pour la NBA. Après l'euphorie de l'époque Michael Jordan, la Grande Ligue était à un tournant et voyait ses audiences s'éroder. Pour couronner le tout, un lockout sévit sur la NBA, qui alla même jusqu'à suspendre ses activités pendant plusieurs mois. Grand artisan du succès de la Ligue, David Stern savait que cette dernière était à un carrefour de son histoire. Lorsqu'il avait pris les rênes de la compétition en 1984, la NBA était gangrénée par la drogue et la violence. Tout le talent de Stern fut de miser sur des grandes stars pour promouvoir la Ligue auprès d'un public familial. Mais alors qu'il croyait s'être débarrassé de la violence, voilà qu'un événement vint pour toujours marquer son mandat de commissionneur. Le début de la NBA des années 2000 est donc caractérisé par un jeu moins impressionnant et une domination sans partage des Lakers de Shaq et Kobe. En dehors des cours, la NBA faisait un rapprochement de plus en plus grand avec le monde du hip-hop, sous l'influence de l'icône Allen Iverson. Le temps des accoutrements flamboyants de Julius Erving et Magic Johnson était révolu. C'était désormais en baggy, chaîne en or et durag que les joueurs se présentaient au grand public. Quittons cet aparté vestimentaire en direction des finales NBA 2004 qui virent les Detroit Pistons vaincre les Los Angeles Lakers 4 matchs à 1. Après avoir mis fin à l'hégémonie des Californiens, l'équipe de Détroit fit son retour lors de la saison 2004-2005 avec l'objectif de conserver son titre. Avançons donc à la date du 19 novembre 2004, soir d'un banal match de début de saison régulière entre Detroit Pistons et Indiana Pacers. Un match arbitré par un certain Tim Donaghy. Il s'agissait alors des premières retrouvailles entre ces deux équipes du Midwest, depuis les finales de conférence 2004 remportées par les Pistons. Avec de nombreuses têtes brûlées comme Ben Wallace, Stephen Jackson, Ron Artest, Jermaine O'Neal ou encore Rasheed Wallace, ce duel Pistons-Pacers avait des airs de revanche et était diffusé nationalement sur ESPN. Jermaine O'Neal se remémora plus tard de la rivalité Pacers-Pistons. Nous nous détestions. C'était le genre de rivalité à l'ancienne, comme entre les Knicks et les Bulls dans les années 90. On savait qu'on allait jouer ce match avec le couteau entre les dents. Avant le coup d'envoi, les Pacers possédaient un bilan de 6 victoires pour 2 défaites. Tandis que les Pistons avaient mal commencé leur saison, avec 4 victoires pour 3 défaites. Comme attendu, le match commença avec un esprit bien plus défensif qu'offensif. Mieux en jambes, les Pacers réussirent toutefois à se créer une confortable avance de 16 points au retour au vestiaire. Jusqu'à là, rien d'anormal. Nous avions droit à un match de saison régulière sans grand enjeu qu'Indiana semblait totalement maîtriser. Les Pistons parvinrent tant bien que mal à rester dans le match. Mais avec un déficit de 14 points à 4 minutes de la fin, le sort semblait être scellé pour l'équipe de Détroit. Malgré la victoire d'Indiana quasi acquise, les deux équipes possédaient encore leurs 5 titulaires sur les parquets pour finir ce match qui ne semblait pas devoir rester dans les annales. Pourtant, personne ne se doutait que cette rencontre était à 2 doigts de marquer pour toujours l'histoire de la NBA. Avec 45 secondes à jouer, le pivot des Pistons Ben Wallace fut victime d'une faute vicieuse par le sanguin Ron Artest. Wallace raconta « Artest m'avait prévenu qu'il allait me frapper, et il l'a fait. C'était ce genre de provocation dans le feu de l'action. » Les deux joueurs commencèrent alors à faire monter la température, un fait plutôt courant dans la NBA de cette époque, mais qui n'allait le plus souvent pas plus loin que quelques insultes. Pendant que les esprits s'échauffaient, Ron Artest fuit les combats et alla s'allonger sur la table de marque. Alors que la tension ne redescendait pas, les arbitres commencèrent à distribuer des sanctions, dans l'espoir de finir les 45 secondes restantes du match. Pourtant, à la suite du coup d'Artest sur Wallace, les deux équipes, joueurs et entraîneurs réunis, étaient toujours en train de se mouvoir au milieu du terrain, dans le but de refroidir Ben Wallace. Mais le Big Ben était chaud comme la braise, et jeta sa serviette sur Artest, ce qui réveilla les nerfs de ce dernier. C'est alors que l'affrontement prit les allures d'une bagarre générale, lorsqu'un fan des Pistons lança son Coca-Cola sur Artest.
Ce dernier n'attendit pas une seconde avant de grimper dans les tribunes pour se battre avec les spectateurs, dont certains innocents, suivi par son sbire Stephen Jackson. Cette fois-ci, ce match anodin s'était transformé en un véritable chaos. Entre joueurs tentant de calmer la situation et les autres assoiffés de violence, le Palace d'Auburn Hills était plongé dans une confusion extrême, et fans comme joueurs étaient prêts à en découdre. Les 3 petits officiers de police présents dans la salle furent totalement pris de court, tandis que Jermaine O'Neal et Ron Artest n'en finissaient plus de se battre avec les fans. Doreen Olko, une policière présente dans la salle, se remémora. Nous avions prévu des milliers de scénarios pour assurer la sécurité du Palace, mais aucun d'entre eux incluait une bagarre entre joueurs et spectateurs. Nous étions pris de court. Rick Carlisle, alors coach des Pacers, raconta pour sa part. À ce moment précis, j'avais l'impression que je devais sauver ma propre vie. Le bruit des événements en cours circula alors à travers le pays, et lorsque David Stern apprit la nouvelle, il appela sans plus tarder Russ Granick, commissaire délégué de la NBA. Tu regardes le match? Non? Eh bien allume ta télévision, car tu ne vas pas en croire tes yeux. Incapables de faire redescendre la température, les arbitres mirent finalement un terme à la rencontre, avec les Pacers comme vainqueurs. Les joueurs d'Indiana quittèrent finalement le court sous les insultes dans leurs oreilles et les sodas sur leurs visages. Enfin de retour dans les vestiaires, Artest s'inquiéta auprès de Jackson, en lui disant « Tu crois qu'on est dans le pétrin ?» Ce à quoi Jackson lui répondit « Dans le pétrin? Sérieux? Ron, on est chanceux si on a encore un job demain matin. » Le Palace d'Auburn Hills avait des airs de champ de bataille après ce match cauchemardesque. 9 spectateurs furent blessés et 2 furent immédiatement envoyés à l'hôpital. Mais si les affrontements avaient pris fin, d'autres batailles débutèrent alors, celles judiciaires et médiatiques. Et oui, au lendemain de ce match de l'enfer, tout le pays se réveilla avec les choquantes images des affrontements entre joueurs et spectateurs. La presse ne fut pas tendre pour qualifier l'événement, qui gagna le surnom de Malice at the Palace. Sachant que la mêlée entre Pacers et Pistons avait grandement entaché la NBA, David Stern décida de taper du poing sur la table en distribuant des sanctions d'une rare sévérité. Citons Ron Artest, qui fut suspendu pendant 86 matchs, perdant 5 millions de dollars au passage. Stephen Jackson, suspendu 30 matchs pour 1,7 million de dollars, et Jermaine O'Neal, 15 matchs pour 4 millions de dollars de pertes. Adam Silver, aujourd'hui à la tête de la NBA, s'exprima sur l'événement en disant « La bagarre à Détroit a eu un impact profond et dévastateur sur l'image de la NBA, bien au-delà des équipes et des joueurs impliqués cette nuit-là. Afin de totalement se distancer du monde du gangsta rap, la NBA décida d'introduire un dress code obligatoire pour bannir les pantalons baggy et autres accessoires bling-bling. Il faudra finalement bien des années à la NBA pour faire oublier le triste souvenir du Malice at the Palace. Pour aggraver le tout, l'arbitre du match Tim Donaghy fut au centre d'un scandale quelques années après les faits, lui qui truquait les matchs pour gagner des paris sportifs. Ron Artest tenta pour sa part tant bien que mal de faire oublier sa mauvaise réputation, en changeant notamment son nom en Meta World Peace en 2011, un hommage selon lui à l'amour et à la paix entre les peuples. Si la NBA est aujourd'hui à l'apogée du sport-spectacle pour toute la famille, la bagarre à Détroit vient nous rappeler qu'il fut un temps pas si lointain où le jeu n'était pas aussi aseptisé. Avec des revenus s'envolant d'année en année, la NBA peut se targuer d'avoir réussi à serrer la vis sur les vis.